Si on n'a plus accès au pétrole, si on n'a plus accès au gaz, puisqu'on n'a pas de gaz sauf pour les bouteilles, si on n'a plus l'hydraulique, on est globalement au maximum avec Takamaka, Rivière de l'Est, Langevin et Bras de la Plaine, bah, il va rester quoi? Et on n'a plus le charbon, donc il va rester le nucléaire. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à se dire comment on fait pour ne pas avoir à réfléchir à cette solution. Bonjour, Thierry Marchal d'Orseuil. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui devant l'usine sucrière du Gol, qui est aussi une centrale thermique à charbon, désormais au pellet de bois d'Albioma. Donc on est au cœur en fait du monde économique et du monde énergétique de la Réunion. Parce que si j'ai souhaité vous rencontrer, c'est du fait de vos connaissances en matière de système énergétique. Vous avez été de 2002 à 2008 le directeur général du Sidelec. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes toujours d'ailleurs cadre territorial chargé de questions de transition énergétique. Exactement. Mais peut-être vous pouvez vous présenter plus que je ne l'ai fait. Très bien. Bah, écoutez, je m'appelle Thierry Marchal d'Orseuil et je suis né il y a 54 ans à Saint-Pierre. Je suis donc ingénieur spécialisé en énergie. Et donc depuis une vingtaine d'années, depuis le début des années 2000, je suis cadre territorial parce que j'ai souhaité mettre mes compétences d'ingénieur au service du développement de la Réunion. Et en particulier sur le sujet sensible qui est même critique de la situation électrique. Et très critique, finalement, on vient de s'en rendre compte parce qu'il a suffi d'une grève à Albioma pour que EDF soit obligé de faire des coupures tournantes. Signe, semble-t-il, qu'on est pratiquement à saturation, à la limite du système. Alors déjà dans ce que vous dites, il y a un premier élément qui est fondamental, c'est que désormais, depuis un siècle maintenant, l'électricité est la base de toutes les sociétés et la situation de stabilité du système électrique est une condition sine qua non pour qu'un territoire puisse se développer. Donc typiquement, l'électricité nous permet d'avoir de l'eau puisqu'il faut pomper de l'eau, nous permet d'avoir du froid qui nous permet de préserver la nourriture, les médicaments et de plus en plus avec le développement des TIC, des technologies de l'information et de la communication, l'électricité est une base de la société et elle est appelée à le devenir de plus en plus. Et je note notamment qu'au XXe siècle, une association d'ingénieurs américaine a considéré que l'électricité était la révolution la plus importante qui avait bouleversé les sociétés. Donc oui, l'électricité est fondamentale dans la société et comme vous le disiez, la grève qui a eu lieu chez Albioma pour des questions statutaires entre les syndicats et l'entreprise ont montré que dès qu'une centrale électrique comme Bois-Rouge ou ici le Gol venait à être mise en arrêt, ça a obligé le gestionnaire du réseau qui est EDF de faire des délestages pour assurer, et ça sera le sujet qu'on évoquera, un fondamental qui est la stabilité du réseau électrique et donc l'équilibre entre la production et la consommation. Donc perte de production a nécessité de réduire la consommation pour éviter ce qu'on appelle un blackout, c'est-à-dire une rupture totale d'alimentation sur le territoire, comme on l'a pu le constater en Guadeloupe il y a quelques jours, notamment dans le cas de cette grève qui touchait tous les DOM. Et récemment encore à Cuba, enfin voilà, ces dernières années, on a eu pas mal de situations de blackout autour du monde, liées à un nouveau contexte énergétique qu'on pourra évoquer et qui est la clé de la compréhension de l'avenir. Parce qu'on pourrait imaginer à La Réunion qu'on a une électricité qui arrive de l'eau à Takamaka, à Sainte-Rose, on a une électricité qui arrive de la centrale ex-fuel du port, qui est maintenant une centrale avec de l'huile végétale, on a une bioturbine, on a des panneaux photovoltaïques quand même partout dans l'île, et on aurait pu imaginer qu'on soit arrivé à une production suffisamment décentralisée pour pas être impacté par une grève qui touche seulement deux éléments. Alors ce que vous évoquez là, en fait, c'est l'avenir. Mais il faut garder à l'esprit un point qui est central et qui est la contrainte physique. La clé de tout, c'est la contrainte physique que pose l'électricité. On parle de fait électricité à juste titre parce que c'est une énergie qui nécessite en permanence, comme je l'ai dit tout à l'heure, un équilibre entre la production et la consommation. Pour ce faire, on a donc des outils fondamentaux qui sont donc les usines électriques, donc de différents types, et les réseaux électriques. Depuis la 63 000 volts à La Réunion qui fait le tour de l'île, c'est les gros pylônes, et les réseaux de distribution qui amènent jusqu'à l'électron chez l'habitant à son compteur.
Et la règle physique fondamentale, c'est le principe d'équilibre entre la production et la consommation, sachant qu'on ne sait pas stocker massivement l'électricité, contrairement au système de distribution de l'eau. Donc comme on ne sait pas stocker massivement, on stocke un peu, mais pas massivement, cette notion d'équilibre, elle est fondamentale. Et je dirais que ce que vous évoquez comme perspective, qui est de dire on pourrait avoir des moyens de production décentralisés, et il faut noter à La Réunion qu'on est pionnier depuis les années 2000 sur ce sujet. On pourrait avoir un équilibre du système avec une répartition entre des centrales électriques et des moyens de production dits décentralisés. Sauf que le bouleversement qui a été généré par une révolution, je dirais, politique, qui était ce qu'on appelle l'ouverture du marché de l'énergie. Il faut comprendre... Là, on est en quelle année ? On est en 96 en Europe, oui. Et c'est traduit en droit français le 10 février 2000 par ce qu'on appelle une loi qui s'appelle la modernisation du service public de l'énergie. Et donc, qu'est-ce que dit en fait cette ouverture du marché de l'énergie? C'est un bouleversement absolu, et on a même parlé en France de révolution électrique, parce qu'en fait, jusqu'à tout le XXe siècle, les développements technologiques a permis d'amener l'énergie en France, à La Réunion et dans le monde, grâce à des centrales électriques, donc des gros moyens de production, dont l'énergie était évacuée à travers les réseaux, mais de manière descendante, depuis les grosses centrales jusqu'à l'usager, que ce soit l'industrie ou vous-même et moi-même. Le principe de l'ouverture du marché de l'énergie, c'est de dire, et historiquement on avait en France un opérateur unique qui était EDF. On va synthétiser, le sujet est complexe, mais globalement il y avait un opérateur unique qui était EDF, qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale en 1946. Il était en gros à tous les niveaux de la chaîne, production, transport et distribution. C'était un service d'État, un service public, et on l'a privatisé donc en même temps. En fait, on a considéré, c'était le fruit du travail du Conseil national de la résistance, que pour permettre la reconstruction de la France, et donc, comme je le disais tout à l'heure, faire de l'électricité un moteur du développement et une base du développement de la France, on a considéré qu'il fallait un opérateur unique. Donc, à l'époque, ça a été créé en 1946, donc il créé EDF, à partir d'à peu près 1500 distributeurs non nationalisés à l'époque. Oui. Et l'État de Gaulle a décidé, et je vais expliquer pourquoi c'était une très très bonne décision, a décidé de nationaliser l'électricité, on l'a appelé comme ça, pour construire un modèle autour d'une entreprise d'État, les EDF, et derrière, il y a un homme qui a été extrêmement important, c'est Marcel Boiteux, qui a monté les échelons d'EDF, mais qui a été fondamentalement, alors Marcel Boiteux, c'est un énarque, mais surtout un normalien, un mathématicien, qui a développé la théorie du tarif électrique sur la base, bon, je ne vais pas rentrer parce que c'est un peu compliqué, mais il a développé une théorie sur le principe de l'optimum économique, qui est la base de la construction du tarif, lequel tarif a permis de générer de l'argent pour permettre les investissements. Et typiquement en France, ça s'est traduit par quoi? Le grand plan hydroélectrique dans les années 50, et puis un sujet un peu plus controversé, mais quand même qui a permis à la France d'aller vers sa souveraineté électrique, le plan nucléaire, le plan Mesmer, à partir de 1974, suite au choc pétrolier de 1973. La France a pris conscience qu'elle avait été en situation de dépendance vis-à-vis du pétrole essentiellement à l'époque et un peu du charbon. Et donc ce plan nucléaire a été possible grâce à une entreprise d'État qui avait les moyens de lever des gros capitaux et qui avait derrière cette tarification unique à l'échelle de la France, ce qu'on appelle aujourd'hui la péréquation tarifaire. Je pourrais développer. Ça veut dire que tous les consommateurs payent leur kilowatt au même prix, qu'ils soient en Ariège ou à La Réunion. Exactement. Et cette péréquation tarifaire, elle est arrivée à La Réunion et dans les DOM en 75, puisqu'avant on avait un opérateur local qui s'appelait EER, Entreprise d'électricité réunionnais. Et pour permettre la démocratisation de l'électricité, EDF est arrivé en 75 et a appliqué ce principe de péréquation tarifaire qui fait que justement, le consommateur de Versailles ou le consommateur du fond de la Guyane ou de la Réunion payait le même tarif selon le type de puissance souscrite. Parce que évidemment le tarif évolue, qu'on soit un industriel ou un opérateur, ce qu'on appelle le tarif bleu. Voilà. Donc c'était la base de la construction du modèle énergétique français, qui était donc un opérateur unique, qui avait donc les moyens de lever des capitaux, les moyens de développer EDF et vraiment
une major mondiale de l'énergie, pour un petit pays comme la France, c'est quand même quelque chose de notable. Et ce qui s'est passé donc en 2000 avec l'ouverture du marché de l'énergie, c'est qu'on est rentré dans un nouveau monde où finalement le législateur a dit, et on peut en discuter, c'est pas inintéressant, on va ouvrir la production à la concurrence et même in fine, c'est ce qui est arrivé au cours des années 2000, la possibilité pour tout un chacun de choisir son fournisseur. Alors qu'avant, le fournisseur unique était EDF. À quelques exceptions près, puisque vous allez à Grenoble ou dans certaines régions de France, pour des raisons historiques, ils ont décidé de garder les distributeurs locaux. Mais globalement, c'est EDF qui se chargeait de tout et qui vendait l'énergie et qui facturait. Et à La Réunion, on avait Bourbon Lumière jusqu'en 75, c'est ça? Ouais. Il y avait EER, Bourbon Lumière, oui, c'est ça. C'était des opérateurs locaux qui, du coup, ont fait le choix. EER a été globalement absorbé par EDF. D'accord, d'accord. N'empêche, de 75 à aujourd'hui, enfin pendant de longues années, c'est EDF qui a géré tout le système électrique de La Réunion. Et on peut même dire qu'après 2000, malgré l'ouverture du marché de l'énergie, on est resté dans un domaine un peu spécifique lié à notre statut de RUP, région ultra-périphérique, compte tenu du fait qu'on était des zones non interconnectées, puisque La Réunion, comme la Guadeloupe, la Martinique et certaines îles, Ouessant, etc., ne sont pas connectées au réseau national. Le choix politique a été fait de rester dans une forme de statu quo sur ce modèle-là, c'est-à-dire EDF à La Réunion reste l'acheteur unique et celui qui fournit l'électricité, et le Réunionnais, contrairement aux consommateurs métropolitains, ne peut pas choisir son fournisseur pour rester justement dans une économie totalement régulée compte tenu des contraintes particulières de La Réunion. Et comment elle se porte cette économie aujourd'hui? Les prix d'EDF, ils sont en train d'augmenter. À quel niveau? Alors, sur les 10 dernières années, depuis les années 2010, grosso modo, le prix de l'électricité, tarif bleu, pour ce qui est resté dans le domaine, ce qu'on appelle des tarifs réglementés, a augmenté à peu près de 62%. Et notamment depuis les années 2020, ça a explosé, notamment avec le Covid et la guerre en Ukraine. Je ne vais pas développer en profondeur parce que c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, le fait qu'on ait ouvert le marché de l'énergie, ça nous oblige à assurer la production d'énergie, notamment en France, en faisant pas une certaine place aux importations. Pour ce qui est de la tarification globalement, il faut bien comprendre une chose. Le Réunionnais, comme le Guadeloupéen, le Martiniquais, le Guyanais, bénéficie toujours du tarif réglementé. Il ne peut pas mettre en concurrence son producteur d'énergie. Pour cela, il paye un prix de l'énergie, grosso modo, qui est le tiers de ce que ça coûte. Ah oui. C'est-à-dire que le législateur français a décidé de mettre en place dans la tarification énergétique un principe qui s'appelle la CSPE, la contribution de service public de l'énergie, pour compenser les coûts. La CSPE compense 3 types de coûts. Déjà, le fait que sur les zones non interconnectées, comme nous ne disposons pas de grosses centrales comme les nucléaires, etc., notre production d'énergie est nécessairement plus chère. Et puis, il y a aussi tout ce qui est politique de rachat des énergies renouvelables. Parce que dans le cadre de l'ouverture du marché de l'énergie, la France a fait le choix de privilégier un modèle qui est de dire tout producteur d'énergie, plutôt que d'aller vendre directement son énergie aux consommateurs, soit racheté par le gestionnaire, donc EDF, alors en métropole maintenant on parle plutôt d'Enedis, et que cette énergie, elle serait payée par le contribuable électrique. Et puis enfin, le dernier pan de la CSPE, c'est tous les dispositifs sociaux pour pallier à la précarité énergétique. Et ça, c'est un élément qui est dans le patrimoine du service public de l'énergie français, la volonté de permettre d'accéder au principe. Tout le monde a le droit à l'énergie, même si on n'a pas les ressources nécessaires. Donc aujourd'hui, on ne coupe pas l'accès à l'électricité, on met en place un système de maintien énergie. Et donc, il y a une caisse qui abonde pour le gestionnaire, pour celui qui facture l'énergie EDF, ce système de maintien de l'énergie. Donc tout ça est pris en compte dans le tarif. Mais si on revient à la base de ce que je disais tout à l'heure, la tarification de l'électricité, fondamentalement, la tarification réglementée n'a pas évolué, alors même que le modèle électrique a changé. C'est-à-dire que lorsque, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous aviez un opérateur unique EDF qui était à la fois producteur, transporteur, distributeur, il gérait l'ensemble des investissements et il gérait l'ensemble des coûts. Et le tarif lui permettait de compenser ces différentiels entre moyens à produire, transport, distribution, et les investissements colossaux que ça a nécessité. Sauf que la nouvelle donne
de l'ouverture du marché de l'énergie et qui permet à tout un chacun, vous, moi, de produire soit avec une centrale photovoltaïque sur son toit ou un opérateur de faire la production d'énergie à partir de la biomasse, etc. Lui vendait à EDF qui lui rachetait et ça c'était compensé par la CSPE. Mais le modèle de tarif n'est plus adapté à cette nouvelle donne parce qu'en fait, pour pouvoir trouver un équilibre, le législateur a mis en place ce qu'on appelle une TUR, tarif d'utilisation des réseaux publics d'énergie. Oui. Avec cette difficulté liée à la réalité physique de l'électricité, que vous produisiez à Dunkerque et que vous vendiez votre énergie à Marseille, le ticket, le TURP est le même que si vous produisiez à Albioma et que vous vendiez à l'usine à côté. Donc tout ça, ça bouleverse le schéma de tarification et c'est ça qui crée en fait un des facteurs d'instabilité du tarif. Et la dernière chose qui est fondamentale et qui nous permet d'envisager l'avenir, c'est qu'on est aujourd'hui face à un mur d'investissement. Que ça soit la métropole, je vais donner quelques exemples, mais on est sur quelque chose qui est de l'ordre, ça a été chiffré par la Cour des comptes, de plusieurs centaines de milliards d'investissements. Des investissements qui vont permettre, on a des centrales électriques aujourd'hui qui ont 40, 50 ans, on a un besoin de faire un grand carénage, c'est le mot à utiliser, c'est-à-dire mettre, entre guillemets, faire des investissements pour sécuriser l'activité des centrales. Ce mur, ça veut dire qu'on n'a pas assez anticipé, on n'a pas investi comme il aurait fallu le faire au cours de ces 40 dernières années, et puis là, on se retrouve face au mur? En fait, la nouvelle donne du système énergétique, l'ouverture du marché de l'énergie, elle a créé des nouveaux opérateurs comme la Commission de régulation de l'énergie. Elle a créé des nouvelles obligations pour EDF, notamment un débat qui est fondamental, c'est qu'on oblige EDF à vendre une partie de sa production d'énergie aux opérateurs indépendants, parce que sinon il y avait une distorsion de la concurrence, mais finalement cette distorsion de la concurrence, elle s'est retournée contre EDF, qui a vu ses marges de manœuvre financières baisser, et donc tout ça a contribué à réduire la capacité d'investissement qui est nécessaire. Pourquoi nécessaire? Parce que lorsque vous aviez quelques grosses centrales qui produisaient sur des réseaux, il y avait toujours cette nécessité d'investir. Mais la nouvelle donne de la production décentralisée, comme vous l'appelez, qui est le terme générique, impose de revoir le niveau d'investissement sur les réseaux. Notamment dans les DOM, où la Réunion se développe, comme les autres DOM. Et donc l'évolution démographique de l'activité industrielle, on parle aujourd'hui d'un besoin de 30 000, 50 000 logements, il va falloir donner de l'électricité, nécessite qu'on ait un vrai regard de fond sur quels sont les besoins, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quels sont les moyens qu'on doit mettre en face de l'évolution des besoins en électricité, en intégrant la dynamique traditionnelle qui est le développement du territoire, le développement de l'activité industrielle, le développement du logement, mais aussi des nouvelles donnes qui sont les voitures électriques, etc. Donc le propos qui est le mien, c'est de dire il faut regarder en face les besoins globaux en investissement, qui n'ont pas été forcément suffisamment anticipés, mais il n'y a pas de sujet polémique dans ce que je dis. C'est que c'est un sujet qui est éminemment complexe. On pourrait quand même se dire que le fait que les opérateurs privés soient rentrés dans le marché, ça induit l'idée de faire des bénéfices et qu'au bout du compte, c'est quand même le consommateur, l'abonné EDF, qui se retrouve à financer les bénéfices que fait M. Albioma, que ne faisait peut-être pas M. EDF. En fait, toute la difficulté vient du fait qu'on n'a pas intégré dans l'ouverture du marché de l'énergie la spécificité technique de l'électricité et tous ces grands déficits, toutes ces grandes difficultés, qu'il y a d'investir massivement. Le secteur de l'électricité est le système le plus capitalistique. Ça nécessite des gros investissements. Et ça nécessite des gros investissements, d'autant plus qu'il faut intégrer cette nouvelle donne de la production décentralisée. Typiquement, lorsqu'on raccorde une centrale photovoltaïque à un endroit du réseau de distribution, il faut adapter le réseau de distribution. Lorsqu'on développe un quartier, il faut adapter donc vous voyez, il y a plein de phénomènes qui viennent justifier d'un besoin massif d'investissement à tous les niveaux de la production, de la distribution d'électricité jusqu'à la production. Tout ça pour accompagner le développement. Je ne sais pas si je suis clair. Oui. Et c'est vrai que ces besoins d'investissement, il n'a pas suffisamment été ausculté. Ça veut dire quoi, ausculter? Ça veut dire, on est sur un territoire où on va développer des zones d'activité économique, etc. Et à chaque fois, il faut ausculter le besoin en énergie
Et qu'est-ce que ça génère derrière en moyens de distribution, des transformateurs, des câbles, en moyens de transport, des postes sources, etc., qui sont des éléments stratégiques d'un réseau, jusqu'à les moyens de production. Et comme on est sur une île qui continue à se développer, où on va vers le million d'habitants vers 2040, 2050, c'est ce plan d'investissement qu'il faut mettre à plat. Je comprends bien que l'affaire est très complexe. Est-ce que la Réunion s'est trompée à un moment donné dans la construction de son système électrique? Est-ce qu'on s'est mis dans une impasse ou est-ce que tout est encore faisable? Non, alors il faut qu'on soit tous, qu'on se rassure. Il faut qu'on ait conscience qu'il y a une vraie difficulté et qu'il est vraiment l'heure de faire des choix importants en matière d'investissement. Et je l'évoquerai un peu plus tard, ça nécessite, par rapport à une situation historique où vous aviez en gros un opérateur qui était le bras de l'armée de l'État, EDF, qui faisait son plan d'investissement et qui savait ça bien faire, qui savait bien faire ça. Oui. La multiplicité des opérateurs, la Creux, la région qui a maintenant des compétences depuis 2000 en matière de développement des énergies renouvelables, le CIDELEC qui est l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité depuis 2000, tous ces opérateurs-là vont devoir se mettre en accord sur ce plan d'investissement et sur les moyens de le lever, sachant que, comme je disais tout à l'heure, globalement à La Réunion, la facture ne finance pas l'ensemble du système, donc il faut quand même réussir à discuter soit avec l'Europe, soit avec la France, des moyens qu'on doit mettre en place pour financer ces besoins. Et je pense que, pour ma part, La Réunion reste un territoire pilote et reste une opportunité d'innover sur ce nouveau modèle énergétique que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire à côté des grosses centrales, plus de production décentralisée. De manière très simple, je pense que le problème, il vient qu'on ait une rupture dans la manière de concevoir le projet de développement du système électrique en disant on va faire l'autonomie énergétique. Ça, c'est 1999-2000, l'ancien président de région Paul Vergès. Lorsqu'il a dit ça, il a raison sur l'objectif. Les difficultés qu'on peut considérer après 20 ans d'expérience, c'est qu'on n'a pas assez travaillé sur le schéma de transition. Tous les grands pays, que ce soit la France, les pays d'Asie, etc., travaillent sur ces logiques de transition vers un modèle historique, les centrales, et on fait descendre vers le modèle de l'avenir qui est le smart grid, ou le réseau électrique de l'avenir. En gros, le système électrique va fonctionner comme Internet. Ça veut dire que ce système électrique va fonctionner avec alors je vais utiliser le mot implémentation, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Les réseaux électriques peuvent transporter à la fois de l'électron mais aussi de l'information. Et c'est ce nouveau schéma qui va se mettre en place. Et La Réunion reste encore un endroit, compte tenu de sa volonté de développer son autonomie énergétique, etc., pour expérimenter ce nouveau modèle, mais dans cette logique qu'on n'a pas suffisamment prise en compte, qui est le cœur du système, qui est le réseau électrique, que ce soit le transport ou la distribution. Et le nouveau paradigme, le nouveau schéma électrique impose qu'on parte non plus d'une vision up-down, mais d'une vision de l'aménagement du territoire. Ça veut dire qu'en gros, l'avenir du système électrique réunionnais, elle doit se construire en imaginant quel est le schéma électrique pour Mafat, quel est le schéma électrique pour Sillaos, quel est le schéma électrique à l'échelle du territoire, de façon à faire remonter les besoins et de trouver cet équilibre entre les centrales à construire et plus de production décentralisée, mais avec ce souci du système central au milieu qui est le réseau, qui soit adapté. Et ce réseau-là, il doit faire l'objet d'investissement, mais aussi l'objet de recherche. Et vous disiez, le Réunionnais, grâce à la péréquation, paye son énergie un tiers de ce qu'elle coûte réellement à la production locale. Est-ce qu'il y a un risque, d'une manière ou d'une autre, que cette péréquation un jour disparaisse ou s'amoindrisse? Alors, le risque existe toujours parce que on est dans un système dérogatoire, mais justement, l'enjeu d'une mobilisation de l'ensemble des Réunionnais à travers leurs institutions, etc., c'est de reconstruire un modèle tarifaire et éviter cette rupture qui serait, on le vit déjà, on vit déjà une augmentation de la précarité électrique parce que il a échappé à personne que la situation économique est tendue et l'électricité ayant augmenté, vous avez de plus en plus de gens qui ont du mal à faire face à leur facture électrique. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à définir un schéma défini ensemble avec toutes les collectivités sur les investissements. Aujourd'hui, il faut être capable de dire j'ai besoin de tant de millions à La Réunion, à la fois pour la production, pour les réseaux, etc. Et ensuite, sur cette base-là, reconstruire un tarif. Un tarif qui permettra à la fois, et je pense pour ma part, mais ça a fait l'objet déjà d'études,
il faut revoir le tarif avec trois types de consommateurs. Le consommateur de première nécessité, le consommateur qui consomme relativement bien, et puis l'usager qui consomme beaucoup et qui finalement donc a un genre de tarif dégressif. Je pense que c'est une des orientations nécessaires et possibles. Mais le plus important pour moi, c'est de dire, aujourd'hui, La Réunion, on voit bien partout à l'échelle, la crise énergétique, elle est mondiale. Oui. Le problème de ce que j'évoque là, il est particulier sur un territoire insulaire, mais il est vrai aussi à l'échelle des régions de métropole, d'autres régions du monde. Et tout l'intérêt de La Réunion, compte tenu de son histoire et de son antériorité, c'est d'être un territoire pilote qui peut justement justifier de cette démarche un peu laboratoire pour trouver les voies et les moyens d'assurer la sécurité électrique, optimiser l'indépendance énergétique ou l'autonomie énergétique en mobilisant plus d'énergie locale, et on pourra un peu discuter de quel type d'énergie pourrait être mise à contribution, et à partir de là, justifier, parce qu'il faut être clair, sur le schéma du développement réunionnais tel qu'il est aujourd'hui, on n'a pas les moyens, nous tout seuls, de mettre les moyens nécessaires pour arriver à sécuriser l'alimentation électrique. On a toujours besoin de cette... Alors aujourd'hui on l'appelle la CSP, on l'appelle la péréquation, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a besoin d'un investissement massif à La Réunion sur les énergies, et il faut que ça soit discuté au niveau local, au niveau national et au niveau de l'Europe. Et vous parliez du projet de Paul Vergès d'autonomie énergétique. Alors on est au moins arrivé au remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Alors peut-être entre guillemets évidemment, parce que peut-être qu'on peut en parler, le pellet de bois qui remplace le charbon, c'est pas forcément la solution. Je suis le premier à le dire, sauf que on a fait un choix politique qui était de dire on arrête le charbon et le pétrole. Il reste, je crois, juste la turbine à combustible de la ZAD4 qui est encore un peu, qui utilise un peu. Maintenant, la vraie question, c'est pas de se dire c'est bien ou c'est pas bien. Je pense que c'est effectivement, on n'est pas dans une logique d'autonomie énergétique puisqu'on continue de dépendre des importations. C'est ça. Le vrai schéma, c'est de se dire est-ce qu'on a les ressources à La Réunion pour faire en sorte que les pellets de bois ne soient plus nécessaires et qu'on puisse utiliser la biomasse réunionnaise. Je pense que globalement, on sait qu'à La Réunion est une île verte avec beaucoup de déchets verts, avec beaucoup de déchets agricoles. Et ça peut être un moyen de répondre de substituer. Ouais. C'est toute la logique de la transition. C'est de dire, aujourd'hui, je dépends à tant de % d'énergie importée. On a fait un pas en avant en faisant en sorte de ne plus utiliser d'énergie fossile. Mais est-ce qu'on ne peut pas envisager, année après année, à l'horizon de 2050, de faire en sorte que cet objectif qui était fixé à 2030, finalement, aboutisse en 2050, en remplaçant les pellets de bois par de la biomasse réunionnaise. Alors, du temps de Paul Vergès, on parlait aussi de l'énergie des mers, on parlait de géothermie. Il y avait tout un tas de projets, le SWAC aussi, qui n'ont jamais vu le jour. En fait, la difficulté, je pense que fondamentale, elle était sur le fait que toutes ces énergies-là, elles étaient... on a l'énergie photovoltaïque qui est mature, on a les éoliennes qui sont matures, mais on est sur un territoire, en tout cas sur les terres, où il n'y a pas un si fort potentiel. Beaucoup d'autres énergies, l'énergie thermique de la mer, l'énergie houlomotrice, le SWAC, restaient des projets énergétiques de type recherche et développement. Et la difficulté pour ces projets-là, c'était de trouver le modèle économique adapté. Et peut-être que le fait que 20 ans en arrière, l'énergie était encore pas si chère que ça, ne justifiait pas, au-delà de l'aspect politique, de l'intérêt économique de ces dispositifs. Maintenant, en restant sur cette logique de transition, évidemment, l'ADEME a fait des études de prospection là-dessus. Il y a une opportunité, on peut aller vers l'autonomie énergétique. Il faut se poser la question, en regardant de manière transparente, pourquoi on n'a pas réussi à le faire. À La Réunion, je pourrais prendre l'exemple, on a un potentiel de pico-hydraulique sur les réseaux qui est assez important, qui ne peut pas couvrir tous les besoins. La clé, c'est le mix. Ça veut dire la multiplicité des moyens, des gisements qu'on peut valoriser entre biomasse, la mer, le soleil qui est déjà très bien valorisé en termes de maîtrise de l'énergie avec les chauffe-eau solaires, qui est de plus en plus mobilisé avec les photovoltaïques et qui pourrait être mobilisé dans le cadre de centrales thermodynamiques parce qu'on est sur un territoire où l'ensoleillement est très puissant. Donc à l'avenir, moi j'ai une conviction, c'est que les énergies renouvelables seront de nature locale, seront de nature à alimenter l'ensemble des Réunionnais.
Sauf un que coût ça va acceptable, ou bien si le coût devient de plus en plus élevé. En fait, si vous reprenez l'ensemble de la chaîne, qu'est-ce qui génère le coût de l'énergie? Production, transport, distribution, consommation. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à se dire, la décentralisation du modèle de l'énergie, produire plus près du consommateur, c'est de réduire, d'optimiser les réseaux en fait. Donc en fait, je pense qu'on va vers une énergie qui sera de plus en plus chère. Ouais. Tout l'enjeu, c'est de définir le modèle tarifaire qui permette de faire en sorte que ça soit acceptable. Parce que finalement, sur un système électrique, c'est les gros consommateurs et les consommations à des mauvais moments qui coûtent très cher. Donc ça nécessite de passer par plusieurs dispositifs. Le premier, on a commencé à le faire avec les compteurs intelligents, c'est d'arriver à faire mieux communiquer la consommateur avec le système électrique et rentrer dans des logiques, tout à l'heure on parlait de délestage qui sont faits de manière automatique par EDF. À l'avenir, dans certains systèmes, on pourra envisager que quand le système électrique est sous tension, un certain nombre d'équipements de votre maison, via les systèmes de communication, puissent être écrétés. Ça veut dire, quand le réseau électrique est sous tension, quand Albioma ou une centrale est en panne, au lieu de couper tout le monde, on peut faire baisser le niveau de consommation usager par usager. Typiquement, on alimente le frigo et la frigo. lumière, et puis voilà, je caricature un peu, mais c'est quand même ça l'idée de l'avenir. Donc, si on reste sur des modèles de consommation comme on l'a toujours fait, on consomme de manière un peu aveugle, c'est-à-dire on a besoin, on consomme. Si on ne devient pas des consommateurs éclairés ou efficaces, ça sera très difficile. Mais aujourd'hui, les technologies permettent à la fois de travailler sur l'efficience énergétique sans réduire, je dirais, le confort, la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. Tout ça mis bout à bout, ça permettra d'arriver à une autonomie énergétique. Et j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Maintenant, le niveau d'investissement et le coût du tarif sera mal vécu si on continue à ne pas regarder la réalité des chiffres. La réalité des chiffres, c'est combien il faut mettre sur la production, en centrale, en décentralisé, combien il faut mettre sur les réseaux de transport et combien il faut mettre sur les réseaux de distribution. Et si on arrive à produire plus à Sillaos, plutôt que de faire injecter l'énergie de Albioma, le GOL, jusqu'à Sillaos, en optimisant les réseaux, globalement, on arrivera à optimiser le coût. On a un début de réponse à ça, on sait combien on a prévu d'investir et combien il faudrait investir selon vous dans les 50 on a aujourd'hui un exercice qui est élaboré conjointement par l'État et la région qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment sur les bilans de puissance et les besoins identifiés par le gestionnaire du réseau qui est EDF. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est d'avoir une vision plus fine des besoins au niveau des réseaux de distribution et des réseaux de transport. Et ça passe par ce qu'on avait proposé en 2007, un travail de recherche sur les réseaux, de modélisation du réseau et d'analyse de la meilleure façon d'alimenter l'équilibre du système en faisant ce mix entre différents types d'énergie et différents niveaux de puissance, entre des centrales qui restent là et des nouvelles centrales. Et typiquement, si j'arrive à mettre des unités de production, que ce soit la petite hydraulique ou la biomasse à Sillaos, toute l'énergie produite à Sillaos, ça sera de l'énergie en moins à produire sur les grosses centrales et à transporter. Prenons l'exemple de Sillaos. À Sillaos, ils peuvent avoir quoi comme énergie à part le soleil? Alors à Sillaos, il y a évidemment le soleil, mais vous avez pas mal de biomasse. Donc on peut avoir, si vous allez par exemple sur la Bretagne qui a été confrontée à des problèmes électriques, ils ont de plus en plus d'unités de production via la méthanisation. On utilise la biomasse, que ce soit le bois ou les déchets agricoles. On produit du gaz et de l'électricité. Il y a aussi pas mal, il faut savoir que Sillaos était au début du XXe siècle, il y avait 5 centrales hydroélectriques. Alors c'est pas hydroélectrique, c'était de la pico-hydraulique. On utilisait l'eau des canalisations pour turbiner. Et c'est une opportunité. Alors ça peut être 1 MW, ça peut être 500 kW. Vous voyez, toute la question, c'est de dire quels sont les gisements locaux, donc biomasse, solaire, petite hydraulique, de façon à réduire le besoin d'énergie des centrales. Et cette détection du gisement, du potentiel électrique dont on vient de parler là sur Sillaos, est-ce qu'il a été fait à La Réunion? Est-ce qu'il y a quelque part un cahier où on dirait ce qu'on peut faire? Malheureusement, je commence à avoir un certain âge, mais ça me donne une certaine connaissance historique. Donc, l'année 2000 a été déterminante pour La Réunion, puisqu'il y a
la LOM, la loi d'orientation de l'outre-mer, qui donne pouvoir aux régions d'outre-mer de définir un programme régional d'énergie renouvelable et d'utilisation qui s'appelait le pré-rural à La Réunion, la création du CIDELEC, l'ouverture du marché de l'énergie, tout ça fait qu'on a ce bouleversement. Depuis 2000, il y a eu, la région a fait un gros travail avec son pré-rur, ensuite c'est devenu Starter, donc tout ça existe. L'ADEME a fait beaucoup de recherches, EDF a fait ses propres... En fait, aujourd'hui, il faut faire un carry. Il faut mixer, il faut prendre tous ces éléments-là. Moi, je suis très attaché aujourd'hui, je peux passer beaucoup de temps à critiquer ce qui n'a pas été fait. C'est pas mon propos. Parce que je pense que l'enjeu de l'électricité, comme j'ai évoqué au début de l'entretien, nécessite qu'on soit tous réunionnais, qu'on se mobilise autour de ce sujet. Et il faut, je trouve, aller vers un débat apaisé entre tous les opérateurs pour regarder la réalité des choses. Le rôle d'EDF est extrêmement compliqué. Gérer l'équilibre du système, gérer au quotidien, quand il y a une coupure d'électricité, la réclamation des gens. On rentre en période cyclonique, on le voit bien, à chaque fois qu'il y a un cyclone, on a un système qui est hyper sensible au cyclone et qui va l'être de plus en plus si les cyclones sont appelés à devenir de plus en plus forts. Donc aujourd'hui, tous les exercices, La Réunion est le territoire unique, à ma connaissance, et j'ai quand même pas mal regardé ce qui se passe autour du monde, où il y a eu énormément de travaux qui ont été faits sur l'identification des gisements, sur les problèmes d'équilibre de réseau. Maintenant, il faut mettre tout ça en commun et s'appuyer sur la recherche. On a à La Réunion une université, notamment le Labo Piment, qui est en pointe sur la recherche en matière de développement des énergies renouvelables, de développement des réseaux, etc. À l'époque, au début des années 2000, moi, ce qui m'a permis de comprendre tout ça, c'est le travail que j'ai fait en lien avec les professeurs Sabonadière et Saïd de INP Grenoble, qui étaient des pionniers dans ce nouveau modèle énergétique qu'on appelle le Smart Grid ou le réseau de l'avenir. Et donc, il faut qu'on ait une alliance stratégique entre les autorités, il y en a 4, l'État, EDF, que je mets dans les autorités parce qu'elle a son autorité de régulateur, de gestionnaire, la région et le CIDELEC. Que ces 4 opérateurs mettent en commun leurs problématiques en toute transparence et qu'ensuite on regarde quelles sont les voies et les moyens en termes de recherche et développement pour aller vers ce système centralisé, vers plus de décentralisation, en regardant de manière très fine cette problématique de l'équilibre du système et des moyens qu'il faut mettre pour financer les câbles, les transformateurs, etc. etc. L'outil que vous avez cité, c'est la PPE. C'est ça. Ouais. Et la PPE telle qu'elle a été votée la dernière fois, elle correspond à la réalité ou elle est vraiment en retrait? En fait, je pense qu'elle donne des perspectives intéressantes, sauf qu'à côté de la PPE, il faut ce qu'on appelle le schéma de raccordement des ENR. C'est une loi de 2010, excusez-moi, il y a eu tellement de lois. Oui, bien sûr. Mais en fait, il y a cet exercice qui doit être fait, c'est vraiment le cœur du problème et c'est ce qu'on avait identifié comme élément majeur dans la transition du modèle énergétique, c'est faire ce travail de modélisation du réseau électrique, d'analyse de ses points de fragilité et de mettre en face, ça s'appelle un schéma directeur, et de mettre en face les opportunités de gisement énergétique. Je vais prendre un exemple très concret qui sera parlant. Si je construis une zone industrielle à Saint-Pierre, on n'est pas loin de Saint-Pierre, il y en a déjà suffisamment, mais une nouvelle zone, on peut très bien réfléchir en comment alimenter cette zone industrielle, d'abord avec des énergies locales, photovoltaïques, une usine de méthanisation, regarder le potentiel, de façon à ce que les besoins en réseau électrique et d'apport d'électrons depuis les centrales soient optimisés et limités. À partir de là, on pourra avoir un système qui est beaucoup plus sécurisé, excusez-moi. Parce que un des enjeux du Smart Grid, dans le contexte insulaire réunionnais, c'est aussi d'être en capacité, quand vous êtes producteur à Sillaos, je vais caricaturer un peu, si vous avez une certaine production à Sillaos, et même si le réseau qui monte à Sillaos, qui est fragile par nature et qui peut être cassé à travers un cyclone, vous garantissez une sécurité électrique à Sillaos grâce à de la production locale. Si vous adjoignez toute la logique dans laquelle la logique que j'évoquais tout à l'heure, de compteurs intelligents, le réseau électrique cassé à Sillaos, j'ai tant de production possible à Sillaos, quitte à mettre des groupes électrogènes et demain des piles à combustible, je réduis les besoins individuels grâce à un système intelligent et donc j'apporte une sécurité.
Ça, c'est vraiment le modèle qui est en train de se mettre en place. Les grands projets de la région tels qu'ils ont été exposés jusqu'à présent, c'était mettre des centrales photovoltaïques sur 10 000 cases chaque année. Je pense qu'on en est loin, mais ça peut être la solution. Alors, il est évident que produire de manière autonome, en autoconsommation, etc., est un des moyens de sécuriser. La vraie question qu'on doit toujours se poser, c'est à quel coût cela est possible. Ça veut dire que même si aujourd'hui le photovoltaïque est un moyen de production qui est de moins en moins cher, il reste cette difficulté, si je veux raccorder au réseau, la capacité du réseau d'absorber, et deux, si je ne me raccorde pas, est-ce que c'est suffisamment, est-ce que la région seule peut financer ces dispositifs? Moi, je tiens à insister sur un fait. C'est vrai qu'on pourrait envisager que chacun soit propre producteur de son énergie sur la base. Prenons le cas excessif où tout le monde devient autonome en énergie et je ne produis que pour moi. La base du modèle électrique français, c'est justement cette interconnexion et ce modèle, je dirais, de distribution collective. Parce que dans le schéma qui est évoqué là, sans l'intervention publique massive, beaucoup de Réunionnais n'auraient pas la possibilité de s'équiper en centrale photovoltaïque. Et donc, ce modèle est possible, mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est à quel coût? Et tout l'intérêt d'un système électrique, alors je sais que ça peut paraître un peu... c'est d'aller vers un optimum. Je reviens à Marcel Boiteux. Tout l'enjeu, c'était de construire le schéma optimal. Optimal sur un plan technique, mais aussi sur un plan économique. Et donc l'intérêt des grosses centrales jusqu'à peu, c'était de produire une énergie moins chère que des petites unités. Ça évolue. Mais on est encore dans ce schéma où il faut trouver un équilibre entre produire de manière totalement individuelle et produire sur la base des seules centrales. Parce qu'à l'opposé des centrales photovoltaïques sur chaque maison, c'est une grosse centrale nucléaire qui alimente tout le monde, quoi. C'est inimaginable pour la Réunion. Alors, c'est inimaginable. Aujourd'hui, on est sur des nouveaux schémas de production d'énergie nucléaire qui s'appellent les Small Modular Reactors, les SMR. C'est aujourd'hui des schémas qui peuvent s'inscrire dans des zones insulaires. Jusqu'à maintenant, on disait que le nucléaire n'était pas pertinent pour les îles parce qu'on était sur une technologie nucléaire, on était sur des niveaux de puissance qui n'étaient pas. Les Small Modular Reactors qui sont en voie de développement, aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent être implémentées sur des territoires beaucoup plus petits. Il reste une forte réticence par rapport à la technologie. Et puis je dirais que c'est une technologie qui a vocation à être regardée à partir du moment où toutes les autres, plus locales, ne font pas la démonstration qu'on puisse garantir l'efficacité du système globalement. Je continue de considérer que la possibilité qui est donnée au système électrique réunionnais de mutualiser des énergies locales nous permettrait de ne pas avoir à réfléchir à ce système. Néanmoins, moi je suis plutôt favorable aux énergies locales. À un moment donné, dans tout territoire, je reviens à ce que je disais au départ, le vrai sujet, c'est comment je garantis l'accès à l'énergie. Je vais prendre à un moment donné, on a eu le projet Géry, qui en gros disait on va passer des voitures totalement thermiques à totalement électriques. Si j'applique bêtement ce nouveau schéma où je remplace l'essence par l'électricité, le niveau de puissance qui va être nécessaire fera qu'on sera obligé de regarder des solutions bien au-delà de ce qu'on peut faire localement. Évidemment. Et si on n'a plus accès au pétrole, si on n'a plus accès au gaz, puisqu'on n'a pas de gaz sauf pour les bouteilles, si on n'a plus l'hydraulique, on est globalement au maximum avec Takamaka, Rivière de l'Est, Langevin et Bras de la Plaine, il va rester quoi? Et on n'a plus le charbon. Donc il va rester le nucléaire. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à se dire comment on fait pour ne pas avoir à réfléchir à cette solution. Mais tout territoire, à un moment donné, est confronté à la nécessité absolue de garantir l'accès à l'électricité. Donc si on n'arrive pas à faire la démonstration à travers les énergies renouvelables, en plus de l'efficacité, de la maîtrise de l'énergie et des centrales qui existent actuellement, la question se posera. J'y suis pas favorable, mais moi je m'exprime en tant qu'expert. C'est un sujet qui est hyper sensible, mais c'est vrai que le sujet se pose. Qu'est-ce qu'on fait si on va vers tout électrique en termes de déplacement, je parle de voiture, ça sera compliqué. Et on y va. A priori 2035, on arrête de fabriquer des voitures à essence. Donc dans les années qui suivent, il y aura plus de la moitié, puis ensuite les 2 tiers, puis les 3/4 et 100% des voitures électriques à La Réunion en 2050-2060. Alors je pense qu'on va être vite confronté à un problème de capacité du réseau parce qu'au-delà de la puissance produite,
il y a la réalité du réseau local. Le réseau de distribution, il alimente nos maisons, nos industries. Si en plus il doit l'alimenter pour tout le monde, tout un chacun, sur le même modèle actuel, 2 voitures par foyer, j'exagère à peine, en tout électrique, ça me paraît être complètement utopique parce que ça nécessitera un niveau d'investissement rien que sur les réseaux de distribution pour permettre, en plus il faut, vous savez, il y a des polémiques aujourd'hui parce que selon le type de recharge, il faut 2 heures pour recharger, donc il faut les personnes qui veulent investir dans des voitures électriques, légitimement, elles voudront des niveaux de recharge rapides, ce qui veut dire beaucoup de puissance, ce qui veut dire un dimensionnement des réseaux de distribution qui sera énorme. Et ça va nécessairement, pour revenir à la question... Après vous, expert, c'est inimaginable. Ben, ça me paraît très difficile, ça me paraît extrêmement difficile. Ou alors à un niveau d'investissement qui poserait clairement la question du coût d'électricité de manière massive. S'il faut, tout est possible. Mais à quel moyen? Et aujourd'hui, la question qui est posée, c'est quels sont les moyens de production, mais surtout de réseau, pour garantir l'accès à l'électricité pour tout un chacun, qu'il soit à Cilaos, à Saint-Denis. Et si en plus je rajoute pour tout un chacun un niveau de puissance des voitures électriques à 2 par habitant, ça me paraît effectivement utopique au regard des moyens financiers qu'on aurait. Même avec l'autre projet régional, j'ai parlé des centrales photovoltaïques sur 10 000 toits, c'est une centrale éolienne offshore au large de Saint-Denis. Alors après, soyons clairs, après c'est aussi des choix de société. Si on arrive à démontrer, je crois que c'est un opérateur qui est déjà implanté localement, qu'on peut mettre des centrales éoliennes, que c'est acceptable, parce qu'il y a aussi le problème de l'acceptabilité. Aujourd'hui, on est dans un nouveau monde. Que ce soit les centrales électriques, les réseaux électriques, les grandes lignes, à chaque fois, ça fait l'objet d'oppositions majeures et ça complexifie l'investissement. Donc, la possibilité qui existe autour de l'île d'avoir suffisamment d'éoliennes pour alimenter en tout électrique, elle existe. Mais encore une fois, c'est à quel coût? Mon propos est de dire tout est possible. Mais à quel coût? Et qui paye? Sachant qu'aujourd'hui, globalement, comme je le disais, nous on paye un tiers de la facture. Donc la question c'est, si je mets tous ces systèmes-là et que je démontre qu'elles sont efficientes, ça veut dire qu'elles peuvent produire et qu'elles peuvent assurer la sécurité du système électrique, c'est à quel coût? Et là, il y a un vrai sujet. C'est que aujourd'hui, je pense que c'est mon point de vue, le sujet de tout électrique sur le même modèle, qu'on aille vers plus de voitures électriques, mais réduire ses besoins en déplacement, revoir aussi les modèles de déplacement de type, à l'époque, il y avait un projet de tram-train, etc., qui permettait d'apporter un nouveau modèle de développement, de déplacement, pardon. Si on va vers du télétravail, voilà, tout ça doit être, toute la complexité vient du fait qu'il faut regarder tout ça en même temps. Et ce sujet électrique, on vient de comprendre là avec la discussion qu'on a eue qu'il est capital pour l'avenir de la Réunion. Pourtant, il est absent des discours politiques. C'est jamais un enjeu d'élection, quoi. Quel genre de centrale on va mettre? Alors, à un moment donné, ça va l'être. Bah écoutez, vous voyez bien, dès qu'on a, c'est typiquement la grande réussite française, c'est d'arriver à faire croire à l'ensemble de la population française et réunionnaise que l'électricité va de soi. On a démocratisé. Et d'ailleurs, c'était l'idée du fondateur du schéma électrique réunionnais, qui était Anatole Hugo, au milieu des années 1920, qui a fait de l'électricité un des leviers fondamentaux, du développement économique de la Réunion et de la démocratisation, donc, pour prendre une expression créole, pour faire sortir le peuple réunionnais du fait noir. Mais aujourd'hui, on a tous l'impression que ça va de soi. Et ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que c'est d'une complexité absolue. Et regardez bien comment ça se passe. Albioma, il y a eu un mouvement de grève, on a délesté sur les chaînes de radio, tout le monde s'en plaint. Quand il y a un cyclone, regardez bientôt, je ne le souhaite pas, dès qu'il y a un cyclone et que pendant quelques jours on n'a plus d'électricité, vous voyez, c'est typiquement une énergie dont on ne parle jamais parce qu'elle ne se voit pas, c'est pas comme la route quand elle est cassée, c'est pas les fuites d'eau sur les tuyaux, mais dès qu'on n'en a plus, et qu'on en a un peu moins, on se rend compte que c'est vital. Et pour répondre clairement à votre question, je pense que la complexité du dispositif est telle que c'est compliqué aujourd'hui pour les autorités de le regarder avec tout le sérieux qu'il faudrait. Et je pense aujourd'hui
que c'est vraiment, moi ce que j'analyse de ces 20 dernières années, c'était l'émergence d'une forme de maturité collective. Aujourd'hui, je pense que, compte tenu des gros sujets qui sont la dette française, la difficulté, tout à l'heure vous posez la question de est-ce que la péréquation est en cause. Si à un moment donné, la situation budgétaire, la trajectoire budgétaire française est telle que certaines régions de métropole qui ont des centrales nucléaires chez elles pourraient dire moi je voudrais que ma population ait une électricité moins chère, la question de la péréquation se poserait. Sauf que le schéma dans lequel moi je m'inscris, c'est de dire aujourd'hui il est temps qu'on fasse les états généraux de l'énergie, un certain nombre de partis politiques appellent à une conférence territoriale pour poser ces sujets-là. Mais je le redis avec force, l'électricité est la base de tout. Et ma conviction profonde, c'est qu'elle est à la fois la base de tout, mais une opportunité pour l'avenir. Vous savez, on a une partie de notre communauté qui est chinoise, et pour les Chinois, le mot crise, c'est deux idéogrammes, danger, opportunité. Moi, je continue de croire, malgré les difficultés du moment, qu'il y a une formidable opportunité pour le développement de la Réunion autour de la question de l'énergie, notamment parce que nous sommes dans un bassin qui est l'océan Indien, qui va être dans le 21e siècle, qui va être l'endroit du développement humain. C'est pas moi qui le dis, c'est un certain autour de la Chine. Même si l'élection du président Trump hier peut rebattre un peu les cartes pour quelques mois, mais globalement, le développement du monde doit se faire autour du bassin de l'océan Indien, avec l'Afrique, l'Inde. Et la Réunion a cette opportunité, compte tenu de ce qu'elle est, je dirais, de manière identitaire, on vient de tous ces pays, et d'être cette avant-garde de la France dans l'océan Indien et de cette avant-garde de la grande qualité des électriciens français. Et je pense que ça peut être un vecteur de développement pour la Réunion, à travers toute la recherche qu'on doit mener, en utilisant le monde politique, les universitaires, la société civile, des gens comme moi, de façon à définir ce plan stratégique réunionnais, mais qui peut aussi servir demain dans le cadre de la coopération régionale. Je sais que l'Université de la Réunion, elle a vocation, pour moi, à être un pilier de cette transition à la Réunion, en termes d'acteurs de la recherche et du développement, de mobilisation, de formation, etc., mais aussi demain de rayonnement sur la Réunion. Et moi, je considère que même si le sujet est extrêmement difficile, il peut crisper aussi les acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la région, l'État, EDF, le Sidelec au nom des communes, arrivent à se mettre d'accord sur un objectif commun et que chacun y prenne sa part. Et cette problématique de l'électricité qui est, comme j'essaye de vous l'expliquer, à la fois très complexe et fondamentale pour la société. Pour moi, si le système électrique réunionnais s'effondre, c'est tout le développement de la Réunion qui sera remis en cause. Et c'est pas vrai que pour la Réunion, c'est vrai pour n'importe quel territoire. Et la force et la chance qu'on a à la Réunion, c'est qu'on est encore un territoire où l'énergie est présente. Elle reste, même si les tarifs ont augmenté, à un prix relativement acceptable, avec tous les enjeux et les risques que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est ça qui doit nous mobiliser. C'est pas on est face à un mur, c'est battu. C'est le sujet, c'est comme le Grand Raid. C'est compliqué, mais nous les capables. Il y a d'énormes opportunités, ça on le comprend bien. Le risque, on a plus de mal à le définir. On se dit ouais, il y a un cyclone et puis ça va prendre un mois pour les coins les plus enclavés pour récupérer l'électricité. Mais si on n'agit pas plus rapidement que ça sur les réseaux dont vous dites que c'est très important de les regarder attentivement, quel est le risque? Comment le réseau sera de plus en plus fragile. En fait, le réseau électrique, c'est comme une route, sauf qu'on ne voit pas quand il y a des trous. Et donc, la Réunion se développant, si on ne fait pas ce qu'il faut en termes d'investissement, ça va être un facteur limitant du développement. Et ça peut déjà l'être en certaines parties du territoire. Donc, il y a à la fois l'évolution du réseau, son extension, son renforcement, mais il y a aussi ce qu'on appelle sa sécurisation dans le temps. Prenons le cas de la Réunion, dans certains secteurs de l'île, il faut encore massifier, renforcer l'enfouissement du réseau, parce que c'est un des moyens, parce que clairement, si, comme on l'a vécu il y a quelques années à Saint-Barthélemy, on a un cyclone de puissance 5, si tout le réseau est foutu par terre, une bonne partie du réseau, on le voit bien, ça nécessite des équipes, des entreprises, il y a des entreprises réunionnaises, mais le temps qu'il faudra pour reconstruire, je peux vous assurer que ça pourrait être très long. Et donc, l'enjeu d'un nouveau système électrique
c'est aussi de créer un système électrique qui soit plus résilient. Et aujourd'hui, alors qu'il y a des demandes en logement qui sont considérables, on parle de 30 000, 40 000, 50 000 demandeurs de logement, est-ce que la limitation du réseau électrique limite aussi la construction des logements? Est-ce qu'on le sent déjà quand on est un aménageur? De toute façon, c'est un facteur limitant parce que concrètement aujourd'hui, la situation de la guerre en Ukraine a entraîné d'ores et déjà des délais importants sur la production de transformateurs. Il a échappé à personne qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de tensions sur ce qu'on appelle les ressources critiques, cuivre, etc. Tout ça, ce sont des éléments fondamentaux de construction des équipements électriques. Donc, mis bout à bout, aujourd'hui, oui, si on va sur un développement de la Réunion tel qu'on l'envisage, 50 000 logements, voitures électriques, on aura une vraie difficulté à construire les réseaux en temps et en heure. Parce que, en particulier, il faut des équipements et il faut des ressources humaines. Et c'est des métiers. Alors, le gars qui va travailler dans les réseaux électriques, il ne sera jamais chômeur. Les gars qui travaillent dans ces métiers-là, en plus d'être hyper complexes, on ne trouve pas comme ça des monteurs électriques, des entreprises qui vont. Donc, si le niveau d'effondrement du réseau lié à un cataclysme comme il y a quelques années à Saint-Barth de puissance 5, ce qui peut arriver à La Réunion, le délai pour reconstruire le réseau sera fatalement assez important. Je me demandais si les permis de construire sont aujourd'hui bloqués parce qu'il n'y a pas l'électricité, parce qu'elle ne va pas arriver. Très concrètement, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de La Réunion, on a des secteurs effectivement où les délais pour alimenter les réseaux, construire les réseaux, peuvent être des facteurs limitants de l'alimentation des opérations. Et ça devient un facteur qu'il faut intégrer dans les projets parce qu'effectivement, nous on le voit au niveau des communes, quand vous développez des zones d'activité ou des lotissements, etc., il faut mettre des transformateurs, il faut mettre des câbles. Et compte tenu de ce que j'évoquais, en plus en amont, il faut augmenter la capacité de production et des réseaux, c'est forcément un facteur limitant. Et c'est déjà le cas. Donc on y est déjà dans la crise. Oui, bien sûr. Oui. Et c'est pas propre à La Réunion, mais c'est particulier à La Réunion. En plus, on ne produit pas de transformateurs à La Réunion, ça vient de métropole. On a en plus les délais d'approche. On est sur une île, quand dans la région PACA, il manque des monteurs et réseaux, on va chercher des monteurs réseau en Aquitaine. Ici, l'ensemble le fait qu'on soit une île loin, etc., complexifie. Et on est déjà dans cette situation où compte tenu des besoins de développement en énergie électrique, plus les voitures électriques, on a déjà des délais sur la réalisation des projets. Il y a un gros travail donc collectif à mettre en place pour améliorer améliorer notre réseau électrique. Et si on se met dans la peau du simple citoyen, qu'est-ce que lui, il peut faire? Alors déjà, je pense que la première chose, et c'est un peu l'objet de cette discussion, c'est qu'ils prennent conscience que l'électricité reste une fée et que comme toute fée, c'est quelque chose qui doit mériter toute notre attention. Et je pense que le premier rôle d'un citoyen, c'est de se tenir informé et d'être conscient de la difficulté. La deuxième chose, le citoyen, il doit regarder toutes les opportunités. L'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. C'est pas moi qui le dis, mais c'est une phrase qui... Et donc, tout citoyen qui a un chauffe-eau électrique devrait se poser la question de comment éviter de mettre un chauffe-eau électrique ou le remplacer par un chauffe-eau solaire. En plus, ça ferait travailler des entreprises locales. Tout citoyen devrait essayer de rentrer dans des logiques, moi je crois beaucoup à l'éducation populaire, mais tout citoyen devrait devenir consommateur responsable et se dire que la meilleure façon, on le voit partout autour de nous, et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, on met la clim, on allume les fenêtres, il y a 30 ans ou 40 ans à La Réunion, même s'il y a le réchauffement climatique, il faisait déjà chaud, et on arrivait Vous voyez, il y a aussi le comportement, c'est le principe de Petit-Colibri. Le système électrique, les autorités publiques ne pourront pas alimenter une gabegie énergétique. Et ce qui détermine le besoin d'énergie, c'est nous, les citoyens. Donc, déjà, être dans une situation où on s'interroge et on se dit qu'est-ce que je peux faire pour aider le système et comment je peux, aujourd'hui il y a plein de dispositifs qui existent, à La Réunion on a la chance d'être sur un territoire où la région avec la SPL Énergie, EDF, des entreprises, mettre en place des dispositifs qui permettent de réduire. Ça c'est l'énergie qu'on ne va pas consommer, ça nous apporte une garantie, c'est de payer moins cher la facture. Et c'est vrai pour l'eau et c'est vrai pour d'autres choses. La sobriété quoi. C'est fondamental. Et la sobriété, elle passe par la compréhension. Donc, c'est pour ça que c'est important
on arrive malgré la difficulté. C'est pas facile de venir s'exprimer parce que on est sur des sujets sensibles qui sont des enjeux de pouvoir. Mais aujourd'hui, moi je suis aussi dans des mouvements citoyens et je pense que la première responsabilité d'un citoyen, c'est de devenir responsable. Évidemment, quand on a sur un territoire comme La Réunion, moi je viens d'un quartier populaire, on a 37% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Quand on a des gens qui ont des mal à vivre tous les jours, la question de l'énergie, j'ai envie de dire, c'est bon quoi. Oui. On va rentrer à sa case, allumer sa télé. Mais malheureusement ou heureusement, on est dans un nouveau monde où on doit tous devenir acteurs du changement. Et c'est vrai que c'est... moi, ce qui me pose le plus de difficultés, c'est cette espèce d'antagonisme entre les acteurs, les autorités, alors que l'heure est venue que vraiment, je disais tout à l'heure, qu'on agisse en réunionnais, qu'on travaille sur... Vous savez, j'aime bien cette image quand le CNR, le Conseil national de la résistance, dans les pires moments de l'histoire de France, c'est incroyable, on réussit à se réunir, à bâtir un projet de société alors qu'il y avait la Stasi, la Gestapo. Oui, oui. Vous voyez, dans les pires situations, je crois que ça c'est une force à la fois française et réunionnaise. Et moi j'aime bien cette idée de dire allez, allons mettre de côté nos égos. Moi je pourrais dire oui, j'ai fait l'objet, on a voulu me faire taire. Ce que je dis aujourd'hui, je ne cherche pas à le dire pour faire le bouc dentelle, etc. C'est parce que je suis attaché au développement de mon pays et que je suis attaché, moi je viens d'un quartier populaire, à ce que les gens de mon quartier, la Ravine Blanche et les gens de La Réunion puissent continuer à avoir une vision positive de l'avenir alors qu'on voit bien que tout ça est extrêmement anxiogène. Oui. Donc la situation électrique est tendue, elle risque de l'être encore un peu de temps, mais tout le monde doit se mobiliser, depuis le citoyen, et à la limite, vous avez raison, le citoyen, il devrait, quand il y a des élections, dire à son probable maire, où ça a fait où. Mais c'est vrai que, et là-dessus je suis d'accord avec vous, on ne regarde le problème que quand il y a une crise. Quand il n'y a plus de courant, pourquoi il n'y a plus de courant? Je pense que moi je crois beaucoup à la maturité populaire. Et je pense que cette maturité, elle doit partir du simple habitant jusqu'aux autorités. Et sur ces sujets-là, je pourrais dire qu'à un moment donné, il y a eu la vision régionale à l'époque de Paul Vergès, puis l'État avec Géry. Donc il y a comme ça des bascules. Maintenant, il faut jouer groupir. Il faut grouper. Voilà, et les solutions existent. Je pense que, et je finirai là-dessus, moi je crois beaucoup à un modèle électrique qui soit à l'image de la société réunionnaise, métisse, avec un mix de ces solutions, et où chacun, malgré son identité particulière, originelle, etc., s'inscrive dans un projet qui est collectif. Moi, je crois vraiment à la logique de concorde. Et pour finir, j'ai envie de dire, si nous ne fait pas ensemble, c'est la fameuse phrase de Martin Luther King, soit on fait tous ensemble en frères, soit on va tous mourir en couillons. Voilà, donc là, sur ce sujet-là, moi je crois vraiment qu'il y a les 20 ou dernières années, c'est des moments où on a construit une maturité. Maintenant, moi je m'exprime en tant que Thierry Marchal expert, mais je suis surtout un habitant de La Réunion et qui a cette espèce d'utopie de dire sur plein de sujets, notre façon de vivre ensemble, notre façon de manger ensemble. Moi, je suis très fier en tant que Cognonais d'aller à l'école avec, quand ma fille était marmaille, d'aller à l'école, de voir des musulmans, tous ces gens-là qui vivent ensemble, c'est magique. Et ça, en tant que Cognonais, on doit en être fier. Ça peut se traduire dans notre système électrique. C'est presque spirituel, mais c'est quand même ce à quoi je crois. Système électrique métissé. Ça même, mix. Merci Thierry Marchal d'Orseuil. Merci à vous de m'avoir fait confiance. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.